Il y a de l'ombre. Bon, merci Jacques pour cette présentation. J'espère que le micro est à la bonne hauteur. Je descends un petit peu. Alors merci à vous toutes, à vous tous d'être là. Et merci à Jacques, donc, et à toute son équipe pour ces journées qui nous sont devenues nécessaires, que nous attendons toujours impatiemment. Et puis donc, étant donné la date des journées qui sont inscrites maintenant aux Journées du patrimoine, et j'ajouterai à inscrire également aux Journées du matrimoine, il ne faut pas les oublier quand même. Alors, il n'y aura pas d'image à l'écran, volontairement, parce que je souhaite que vous puissiez vous-même créer vos propres images, que vous les projetiez sur la voûte de votre crâne, à l'intérieur de votre front, ou que vous laissiez tressaillir votre peau, car c'est ainsi que l'on goûte aux images poétiques. Mais aussi, c'est ainsi que l'on se protège des images qui pourraient être intrusives, et vous allez voir, il y en aura. Alors, que vient faire la peau dans la littérature, dans l'écriture, dans la pensée ? On va faire un petit tour de reconnaissance. Donc on l'a vu hier, notamment la peau est notre interface entre le dehors et le dedans. De tous les organes des sens, c'est le plus vital. Et surtout, elle est à l'intersection du moi et de l'autre. Elle est un lieu d'échanges infinis avec le monde extérieur. Elle est tout à la fois fragile comme un voile et solide comme une muraille. C'est une peau à jouissance, elle est aimée et caressée par la mère, par le père, par l'amante et l'amant. Elle nous édifie et nous donne la confiance en nous. On est bien dans sa peau. Mais c'est aussi une peau à souffrance, à torture, qui dit dans sa nudité tout le dépouillement de l'être et sa faiblesse aussi. On a parlé aussi, notamment ce matin, des codes, des messages, les tatouages, la peinture, les parfums, le maquillage, etc. Et je vais noter quelque chose. Cet organe, la peau donc, n'avait jamais intéressé les physiologistes jusqu'au XXe siècle. Les physiologistes avaient privilégié l'intérieur du corps au détriment de l'extérieur. Les tissus cardiaques ou nerveux étaient bien plus importants à leurs yeux que le tégument. Or, je voudrais souligner le fait que cette dichotomie intérieur-extérieur est aussi handicapante pour la pensée que la dichotomie, par exemple, corps-âme, depuis Platon, dichotomie de la pensée occidentale. Je le repréciserai. Jusqu'au XXe siècle, on a vécu avec l'idée que ce qui est précieux est profondément enfoncé à l'intérieur des choses. Le noyau, l'amande, la substantifique moelle dont parlait Rabelais et qui nécessiterait, pour la trouver, qu'on brise l'os qui la contient. Du coup, les anatomistes, par exemple Vézal au XVIe siècle, dissèquent les corps, les ouvrent, pour dégager leur intériorité essentielle, les organes sanglants, bien plus importants que l'enveloppe, alors à leurs yeux. Donc en Occident, on avait la prévalence du noyau sur l'écorce, la prévalence du dedans sur le dehors, du contenu sur le contenant, du centre sur la périphérie. Et c'est au XXe siècle seulement qu'on va songer à unifier la profondeur et la surface au terme d'une véritable aventure de la pensée. Car désormais, nous savons que la peau n'est pas un sac, la peau n'est pas une enveloppe, elle cache moins qu'elle n'expose. Tout à l'heure, donc, j'ai précisé la pensée occidentale parce que cette dichotomie intérieur-extérieur ne concerne pas la philosophie chinoise, par exemple, d'où une évidente reconnaissance de la peau en Chine, notamment dans les supplices. Le fameux supplice des 100 morceaux, affreusement décrit par Georges Bataille, par Octave Mirbeau avant lui. Alors pour étudier un petit peu l'importance de la peau dans notre pensée, je vous propose quelques dates. D'abord 1858.
quand la topologie invente le ruban de Mébius. Cette surface improbable pour laquelle les notions d'envers et d'endroit n'ont plus cours. De la simple torsion d'un ruban vont naître les deux anneaux d'un 8. C'est l'effondrement de la dichotomie recto-verso. 1873, découverte du bacille de la lèpre par Hansen. 30 ans plus tôt, vers 1840, les premiers adorateurs de la peau s'intéressèrent à la lèpre, surtout Flaubert. Le lépreux, gris, défiguré, presque manchot, mort civilement, séparé à jamais du monde. Avec lui, Flaubert dit déjà par la peau plus une affection de l'âme qu'une affection du corps. Enfin, 1950, la peau n'est pas une surface, mais une interface. C'est la naissance du néologisme, interface, qui désigne la frange de séparation entre deux états distincts de la matière, la limite commune entre deux systèmes qui permettent entre eux des échanges d'informations. L'homme n'est pas un système isolé, sur sa peau se joue l'interconnexité des choses de ce monde. Ce sont aussi bien sûr les progrès en embryologie qui ont autorisé ce paradoxe que le centre de l'humain est situé à sa périphérie. Puisqu'au stade de la gastrula, l'embryon prend la forme d'un sac qui présente alors deux feuillets, l'ectoderme et l'endoderme. L'ectoderme donne naissance à la peau, aux organes des sens et au cerveau. La peau a donc la même origine que le cerveau. Elle est l'antenne et lui, le décodeur. C'est ainsi qu'au travers des expériences de contact, l'enfant apprend que la sensibilité cutanée est à la fois érotique et culturelle, à la fois liée à l'être psychique et à l'être social. La peau ne perd jamais sa double fonction, balancée entre la perception d'une limite et la porosité de cette clôture paradoxale qui en fait ouvre sur le monde. Le monde, Merleau-Ponty, le monde est l'étoffe de la peau. Paul Valéry, ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est sa peau. Et ensuite, Valéry dira, tout est surface. Alors, maintenant que tout cela est posé, faisons un petit tour dans la littérature du XXe siècle. Le romancier japonais Tanizaki raconte une drôle d'histoire. Il raconte que Eiju cherchait à renouer avec Jiju, devenue l'épouse d'un ministre. Alors, apercevant le petit garçon de Jiju, âgé de 5 ans, Eiju le fit s'approcher et lui écrivit sur le bras un poème d'amour en lui disant d'aller le montrer à sa mère. Bien sûr, ce poème, il l'a écrit au pinceau et à l'encre. En lisant sur la peau de son petit garçon le poème que lui adressait cet homme qu'elle aimait encore, Jiju a effacé le message et a écrit par-dessus, enfin sur la peau, de la même façon son poème-réponse, donc sur le bras du petit garçon, et elle l'a poussé dehors. Va le montrer au monsieur de tout à l'heure. Et comme le nouveau mari de Jiju exerçait sur son épouse une surveillance de tous les instants, les amants épithéliaux ont réussi à tromper sa vigilance en habituant l'enfant à transmettre leurs poèmes. Le langage est une peau, disait Roland Barthes, je frotte mon langage contre l'autre. Alors, on va remonter un petit peu, fin 18e, début 19e, en Occident, au début de l'époque romantique, c'est la grande vogue des journaux intimes. On porte son intimité au bout de sa plume. La carapace de papier est devenue une nécessité pour tous les hypersensibles. Une fois constitué le bouclier de mots, les diaristes peuvent enfin prendre du repos. Comment l'écriture protège-t-elle ces écorchés vifs ? Comment peut-elle revêtir d'une peau celui qui se présente nu dans la vie, soit qu'il n'a pas été aimé, caressé suffisamment, soit que sa sensibilité excessive l'expose à toutes les arêtes ? Là,
le manuscrit, l'objet de papier, peut tenir lieu de pansement, de sparadrap. Amiel, le grand diariste suisse du XIXe, disait que le journal intime est un révulsif, une sorte de cataplasme qui attire les douleurs et laisse le corps sain. Car le papier a une action apaisante et régulatrice des émotions. Le support du papier permet d'absorber ce qui nous envahit. Le papier nous revêt d'une nouvelle peau. Prenons l'exemple de Sylvia Plath, romancière, poète américaine, une incarnation contemporaine de la princesse aux petits pois. Sylvia Plath se suicide en 1963, elle a 31 ans. Mal dans sa peau, adepte du grattage, le grattage qui est une forme archaïque du retournement de l'agressivité sur le corps, elle se griffait au sang. Et elle disait « La peau se pèle facilement, comme si on enlevait du papier. » Voilà une vraie écorchée vive, et elle disait dans ses journaux « Tout me hérisse, tout me met au supplice. » Parce que sa peau était constamment ouverte. Sa peau ne se fermait ni au bruit, ni aux voix, même pas au soleil. La peau, c'est vrai, ne peut pas refuser un signe vibratile ou tactile. Notre peau est sans paupières. Sylvia a aimé Ted Hughes, qui était également un poète. Par sa chaleur et sa présence, par son odeur, par le bain enveloppant de ses paroles, elle se nourrissait de Ted, elle s'enveloppait dans Ted, elle protégeait sa peau avec Ted. L'écriture aussi lui rendait le monde habitable pendant les absences de Ted. Ses journaux lui ont tenu lieu de peau. Son écriture a renouvelé cette consistance que le regard de Ted, l'attention des mains de Ted, l'écoute de Ted avaient bâti. Ce qu'on pourrait appeler une écriture qui est en fait une auto-réparation. Et chaque page du journal de Sylvia Plath fut un bandage protecteur. Et vous avez compris que quand Ted a quitté Sylvia Plath, elle s'est suicidée. On ne vit pas sans peau, souvenez-vous. C'est probablement cette analogie peau-papier qui séduit les amateurs de papeterie, les amatrices de papeterie. Vous savez, ces cahiers, je ne citerai pas de marque, au papier velouté, soigneusement cousu. Voilà. Le papier est une peau. Dit d'une manière différente, cette fois au début des années 2000, par l'écrivain Michel Butor. Butor disait que s'il écrivait, c'était pour se tisser inlassablement un cocon pour panser ses plaies. Donc encore un écorché vif. Je le cite. « Je suis un écorché vif. Les attaques m'ont blessé, mais la littérature vous fabrique une nouvelle peau. On peut comparer les phrases au fil de la chenille. L'œuvre est le cocon qui va la protéger et la transformer en papillon. » Fin de citation. Mais c'est un cocon particulier que le cocon de l'œuvre littéraire. Ce n'est pas seulement une protection contre autrui, contre les arêtes du monde. C'est aussi une enveloppe exploratoire, une enveloppe nouvelle qui multiplie la sensibilité au lieu de vous enfermer, une combinaison qui écoute et qui voit bien mieux que la chair à vif. Écrire sur du papier serait donc le geste de se tisser un cocon protecteur, mais suffisamment souple et ouvert pour rester disponible à ce qui est. Écrire permettrait de se protéger, certes, mais pour mieux s'aventurer dans le monde. C'est donc une ouverture. Et pourtant, jusqu'au début de notre XXIe siècle, l'écriture a toujours malmené son support, violenté son support. Pensez à la violence de l'activité des scribes et des copistes, hommes et femmes, dans les scriptoriums. Parce que la surface physique qu'est la peau d'un animal, le parchemin, le vélin,
eh bien, il fallait l'entamer, il fallait la blesser avec un instrument particulièrement pointu, un stylet. Ça, c'était pour écrire, pour inscrire, on cisaillait, on tailladait cette peau, mais pour effacer, parce que vous savez qu'il y a ces fameux palimpsestes, on effaçait aussi les peaux, on effaçait ce qu'on avait écrit. Eh bien, pour effacer, c'était presque pire, il fallait des pierres-ponces, il fallait des grattoirs pour ôter cette couche de peau. L'écriture représentait donc un exercice physique éprouvant qui écorchait la surface. Écrire procédait d'une chirurgie invasive. Le copiste était un bon boucher ou un bon pelletier. Et je note encore ici que l'écriture extrême-orientale traditionnelle, donc au pinceau, souvenez-vous du bras, de l'avant-bras du petit garçon, l'écriture extrême-orientale caresse la surface et ne l'entame pas. Vous voyez cette différence entre nos écritures et donc la différence aussi entre le sens de la peau, la reconnaissance de la peau dans ces civilisations différentes. Notre XXIe siècle, bien sûr, a aboli pour le meilleur et pour le pire la souffrance du support. J'écris à l'écran, mon écrit est comme de l'eau, l'écriture n'écorche plus le papier, on est loin du vélin. Vous savez que vélin, c'est une peau de veau mornée, hein, le vélin, c'était une peau de veau mornée sur laquelle on écrivait. Vous voyez cette violence sur cette peau sanguinolente. L'écriture aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne tatoue plus, c'est quelque chose qui ne mord plus la chair comme autrefois. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dit-on, elle se mémorise si mal. Je ne sais pas si vous avez testé, vous mémorisez sans doute moins bien ce que vous écrivez au clavier que ce que vous écrivez au stylo à bille. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, vous allez me remercier de ne pas avoir mis d'image. Sans transition, je vais vous parler de la bibliopégie anthropodermique. Voilà, je répète, je suis venue vous parler de la bibliopégie anthropodermique. Alors avant d'expliquer ce que c'est, je dirais âme sensible s'abstenir. Je vous laisse le temps de sortir, faire un tour. Après, je vous explique ce que c'est. Voilà, tout le monde... voilà. La bibliopégie, P-E-G-I-E, anthropodermique, c'est l'art de relier les livres en peau humaine. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Je le savais. Donc l'art de relier les livres en peau humaine. Son étymologie est la suivante, donc biblion, le livre, certes, et pégnumie, réparer. En fait, la bibliopégie, c'est la reliure, c'est l'art de la reliure. Mais quand vous ajoutez anthropodermique, c'est-à-dire avec de la peau humaine, c'est là que vous allez voir l'histoire. Le terme de bibliopégie anthropodermique remonte à 1946. Un certain Lawrence Sidney Thompson, directeur des bibliothèques de l'Université du Kentucky, publie un article sur le tannage de la peau humaine et ses diverses utilisations. Par exemple, ce serait une légende, le chef de guerre Jan Žižka fut transformé en tambour. Enfin, sa peau, la peau du chef de guerre Žižka, fut transformée en tambour. Et il paraît que la BNF, la Bibliothèque nationale de France, conserve une Bible du XIIIe siècle, non pas reliée, mais entièrement écrite sur une peau de femme. Et si l'on en croit les chercheurs, donc, depuis la moitié du XXe siècle, une reliure en peau humaine ressemble à une banale reliure en peau de porc et peut donc passer totalement inaperçue. Donc, on a maintenant une brigade de spécialistes américains qui traquent dans les fonds patrimoniaux les livres reliés en peau humaine et qui font des tests. D'après Megan Rosenblum, spécialiste américaine de la bibliopégie anthropodermique, ces exemplaires uniques furent d'abord commandés par des médecins après l'exécution de criminels. Le Collège royal des chirurgiens d'Édimbourg conserve un cahier relié dans la peau du meurtrier en série William Burke, après sa pendaison et sa dissection publique par le professeur anatomiste Alexander Monro en 1829. Et en France, pendant la Terreur, une rumeur a circulé à propos d'une tannerie spécialisée en peau humaine près de Meudon. Mais la réalisation d'une telle reliure reste heureusement extrêmement marginale. Et comme je vous le disais, peut-être y a-t-il beaucoup de faux, notamment en peau de porc.
Et depuis 2015, donc, The Anthropodermic Book Project a pour mission d'analyser ces mystérieux exemplaires et de clarifier les rumeurs. Alors, une petite chose chimique, les chercheurs ont recours à l'empreinte de masse peptidique qui analyse le collagène présent dans le cuir, et à l'heure actuelle, l'équipe a pu authentifier 31 livres véritablement reliés en peau humaine, 35% sont des éditions françaises, 15% sont conservés en France. Je vais vous parler de 2 d'entre eux. Fin 19e, Arsène Housset c'était un écrivain français, Arsène Housset publia « Des destinées de l'âme ». Et son ami, Ludovic Boulan, médecin et bibliophile, a décidé, pour lui faire plaisir, de relier l'ouvrage avec la peau du dos d'une patiente décédée dans un hôpital psychiatrique français et dont le corps n'avait pas été réclamé. Je vous lis la notice rédigée par le médecin bibliophile et insérée dans ce volume unique. Je cite donc Boulan. « Ce livre est relié en peau humaine parcheminée. C'est pour lui laisser tout son cachet qu'à dessein on n'y a point appliqué d'ornement. En le regardant attentivement, on distingue facilement les pores de la peau. Un livre sur l'âme humaine méritait bien qu'on lui donnât un vêtement humain. Aussi lui avais-je réservé depuis longtemps ce morceau de peau humaine pris sur le dos d'une femme. Il est curieux de voir les aspects différents que prend cette peau selon le mode de préparation auquel elle est soumise, et de nous expliquer l'intérêt des différents tannages de la peau humaine selon qu'on le réalise au sumac ou avec d'autres produits. Mais il y a encore une histoire plus extraordinaire, c'est celle qui est arrivée à Camille Flammarion. Camille Flammarion, vous savez, le célèbre astronome. Au cours d'une soirée, on le présente à une belle jeune femme, mais elle est phtisique, sans illusion sur son état. Et quelque temps plus tard, Flammarion reçoit une lettre de l'exécuteur testamentaire de cette femme. Voici les mots de l'exécuteur testamentaire. « Cher maître, j'accomplis ici le vœu d'une morte qui vous a étrangement aimé. Elle m'a fait jurer de vous faire parvenir le lendemain de sa mort la peau des belles épaules que vous avez si fort admirées. Le soir des adieux, a-t-elle dit, et son désir est que vous fassiez relier dans cette peau le premier exemplaire du premier ouvrage de vous qui sera publié après sa mort. Je vous transmets, cher maître, cette relique comme j'ai juré de le faire. » Et Flammarion écrira dans ses mémoires « J'envoyai la peau à un tanneur qui, pendant 3 mois, l'a travaillée avec le plus grand soin. Elle m'est revenue blanche, d'un grain superbe, inaltérable. J'en ai fait relier le livre qui était en cours de publication, Ciel et Terre. Cela fait une reliure magnifique. Il est maintenant dans mes bibliothèques de Juvisy. Les tranches du livre sont de couleur rouge, parsemées d'étoiles d'or, pour rappeler les nuits scintillantes de mon séjour dans le Jura. Sur la peau des épaules de la comtesse, j'ai fait graver en outre, en lettres d'or, souvenir d'une morte. » Vous trouvez également un éloge des saints de Mercier de Compiègne. Alors oui, il a osé. La reliure, c'est une peau de sein de femme avec le mamelon au centre, alors un peu aplati parce que le tannage ne l'a pas épargné. Aux États-Unis, on a beaucoup de peaux très recherchées, les peaux d'hommes noirs, les peaux d'hommes tatoués. Bien évidemment, ces pratiques ont cessé. Alors, au chapitre du Code civil, bien sûr, intitulé « Du respect du corps humain », l'article 16.1 rappelle que le corps humain est inviolable. Ces éléments et ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial, etc. L'article 16.1.1 stipule que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Voilà, et je vais conclure donc que depuis Flaubert, hanté par le personnage du lépreux, jusqu'à La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, et on pourrait même dire aussi le chef-d'œuvre inconnu, puisque Jacques tout à l'heure parlait de l'incarnat,
cette lumière de la vie sur notre peau, depuis le serpent qui danse de Baudelaire, dont on voit miroiter la peau, jusqu'à Victor Ségalen, ébloui par la caresse de l'eau des torrents sur sa propre peau, depuis la princesse au petit pois d'Andersen jusqu'aux journaux intimes de l'américaine Sylvia Plath, en passant par la démangeaison de Laurette Nobécourt, les écrivaines et les écrivains sont des écorchés vifs, donc oui Jacques, la réponse à ta question, oui, qui rapportent inlassablement que l'aventure humaine est aussi une affaire d'épithélium. Merci.